Les conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémard. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour notre émission Questions Éco, consacrée aux grands enjeux économiques et sociaux. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans ce studio Pierre de Lauzun, président de l'Association des économistes catholiques, avec lequel nous allons parler de l'économie mondiale, vaste sujet, mais aussi de l'Union européenne, de la France. Et on va parler aussi des économistes catholiques et des catholiques et l'économie. Donc un programme très riche pour ces 55 minutes que nous allons passer ensemble. Bonjour Pierre de Lauzun. Bonjour. Alors, l'économie mondiale, elle est un petit peu sens dessus-dessous, on pourrait dire. Il y a un certain nombre de signaux qui peuvent paraître contradictoires, qui sont lancés par Donald Trump, entre coopération économique d'un côté et droits de douane sauvage de l'autre. Comment y voir clair ? On va parler de tout ça dans quelques instants. Est-ce la guerre économique? Est-ce au contraire l'ère des coopérations qui vont remplacer les guerres militaires? Donc tout cela est-il lisible? Et nous allons parler de tout ça avec vous, Pierre de Lauzun, et nous parlerons aussi de la situation spécifique de la France, et notamment du naufrage, si je ne sais pas si le mot est exact, vous nous direz, de ses finances publiques. Alors je vais vous présenter tout de même à nos auditeurs, Pierre de Lauzun. Alors de formation, vous avez fait l'école polytechnique et l'école nationale d'administration. Vous êtes polytechnicien et énarque, X et énarque. Vous avez débuté votre carrière dans l'administration, dans les services du Premier ministre en 1975. Je pense que c'est Jacques Chirac qui était Premier ministre à l'époque. Et ensuite, toujours dans l'administration, la direction du Trésor du ministère de l'économie. Là, c'était en 1981. Vous avez aussi fait une carrière en entreprise et dans le secteur bancaire et finance. Et vous avez été notamment président du directoire de l'Union industrielle de crédit et président d'Arcon Group France, du groupe Goldman Sachs. Je ne sais pas si je prononce bien Arcon Group. Oui, c'est pas très important, c'était une étiquette. C'était une étiquette et c'était il y a quelque temps. Et bien sûr, vous avez aussi une carrière importante dans des institutions financières. Vous avez été directeur général de la Banque de l'Union européenne. Vous avez été directeur général délégué de la Fédération bancaire française. Et pendant 16 ans, vous avez été délégué général de l'Association française des marchés financiers. Donc vous connaissez bien ce domaine de la finance. Et vous avez une activité associative assez fournie, puisque vous êtes président de l'Association des économistes catholiques, et vous avez succédé à Jean-Yves Naudet, si je ne m'abuse. Et cette association regroupe des économistes, des universitaires ou des professionnels en entreprise, qui, je cite votre association, qui entendent rester fidèles au magistère de l'Église, notamment à la doctrine sociale de l'Église. Et vous êtes membre de l'Académie d'éducation et d'études sociales, l'AES. Et vous êtes un auteur assez prolifique. Alors, je ne vais pas citer toute votre bibliographie, parce que sinon ça va nous prendre toute l'émission, Pierre de Lauzun. Mais les derniers, il y a La guerre juste, aux éditions Bollen, c'était au mois de novembre 2024. Épargner en vue du bien commun, l'investissement éthique, toujours aux éditions Bollen, c'était en avril 2024. Dieu, le mal, l'histoire, chez Tekki en 2024. Décidément, l'année 2024 a été riche, donc la plus philosophique, plus spirituelle. Chez MAM, en 2019, vous aviez publié L'argent, maître ou serviteur. Et en mai 2019, un essai plus politique qui s'appelait Pour un grand retournement politique aux éditions du bien commun, et puis d'autres livres sur l'euro, la monnaie, sur la philosophie de la foi. Et vous avez même écrit un guide de survie dans un monde instable. Donc voilà, vous écrivez beaucoup, vous avez une carrière assez fournie, je viens de la citer. Donc une question préalable avant de parler de ce monde sans dessus-dessous. Depuis 2019, vous êtes un jeune retraité, on peut dire, mais vous travaillez beaucoup, vous écrivez beaucoup, vous participez à des colloques, vous faites des conférences, vous publiez dans des revues. Vous avez tout de même quelques temps de loisirs et de hobbies pour vous, la famille, vous arrivez ? Oui. J'ai 11 petits-enfants d'un côté, et je suis dans une région magnifique entre Nîmes et Avignon, qui est plus ou moins ma région d'origine au sens large, et donc j'en profite. Voilà, et vous revenez à Paris de temps en temps ? Et je reviens à Paris de temps en temps, assez régulièrement. Médias, colloques et autres événements. Oui, associatifs, beaucoup d'associatifs. Beaucoup d'associatifs. Alors on rentre dans le vif du sujet, Pierre de Lauzun, avec ce monde ce nouveau monde qu'on peine à comprendre.
et ce sacré Donald Trump et ses grands paradoxes. D'un côté, il dresse des droits de douane de manière sauvage, unilatérale, sans négociation. Ça a été le cas avec la Chine, le Canada, le Mexique, tous les pays achetant du pétrole vénézuélien, l'Union européenne bien sûr, etc. Ce sont quelques exemples. Et de l'autre côté, on a une coopération économique renforcée, des accords commerciaux tous azimuts, avec la Chine, Royaume-Uni, Qatar, Émirats arabes unis, plus récemment l'Arabie saoudite. On pourrait aussi citer l'accord sur l'Ukraine. Donc, que se passe-t-il ? Est-ce que c'est irrationnel ou est-ce que c'est une nouvelle donne, une reconfiguration des rapports économiques mondiaux qui a sa propre logique ? Il y a un peu des deux. Ce qu'il faut voir, c'est que Trump a des convictions anciennes. Il a la conviction que les États-Unis se font rouler par leurs alliés, se font rouler par leurs partenaires comme les Chinois, se désindustrialisent, ce qui est désastreux pour toute une classe populaire américaine, et ces convictions, il les a depuis une quarantaine d'années. Autrement dit, ça ne vient pas du tout de son entrée en politique. À la limite, c'est l'inverse. Donc il a des convictions sur ces plans-là. En revanche, ce qui est moins évident, c'est qu'il est une stratégiste. Et une stratégie, ça veut dire que vous avez des convictions, mais que vous cherchez à mobiliser un certain nombre de moyens pour obtenir certains résultats. Et on le voit bien avec la question des droits de douane, qui joue un double rôle chez lui, parce que d'un côté, si vous voulez réindustrialiser dans une perspective en partie protectionniste, il n'est pas absurde de mettre des droits de douane, mais à ce moment-là, ils sont stables. Ils sont stables sur la longue durée pour permettre aux industriels de voir venir, de calculer. La fameuse visibilité, une sorte de sécurité pour les investisseurs. Et puis, il a de notre côté sa méthode qu'on connaît, qui est non seulement une espèce de brutalité dans le langage et une expression constante dans tous les sens, mais de notre côté aussi, cette méthode du faiseur de deal, ancien promoteur immobilier, dans un monde assez sauvage où un peu tous les coups sont permis dans la bagarre et puis à la fin on signe le deal. Et donc évidemment les deux stratégies ne sont pas d'une cohérence parfaite. Et donc visiblement il n'a pas une idée complètement claire de la cible sur laquelle il veut arriver, même s'il est parfaitement convaincu de sa supériorité comme faiseur de deal, mais il n'a pas nécessairement une cible complètement claire. Alors cela dit, il paraît assez évident que si on ne connaît pas exactement le monde d'après Trump, on sait que le monde d'après Trump sera assez nettement différent du monde d'avant, parce que les intuitions de Trump correspondent à des tendances quand même lourdes de l'époque. Alors quelles sont ces tendances lourdes de l'époque ? La question dont on parlait par la suite, ensuite, qui est celle des BRICS, le donne très clairement, c'est-à-dire qu'il y a un monde de plus en plus multipolaire, et dans ce monde multipolaire, il y a des puissances qui émergent, il y a une sorte de courte vitesse entre des puissances qui émergent plus ou moins vite. Il y en a une qui est allée bien plus vite que tous les autres, qui est la Chine, comme chacun sait, qui est maintenant l'usine du monde, ce qu'étaient les États-Unis il y a 60 ans. Maintenant, c'est la Chine. Mais au-delà de la Chine ou de la Russie, vous avez des puissances, certaines très importantes comme l'Inde, d'autres moindres mais quand même pas négligeables, ou le Brésil, etc. Et tous ces gens-là n'ont aucune envie de se faire donner des leçons par les pays occidentaux. Donc ils ne veulent plus de la domination occidentale. Ils ne veulent plus de la domination, alors certainement pas des leçons moralisantes, d'autant qu'ils considèrent que c'est deux poids deux mesures, mais en plus, ils ne veulent pas tout simplement qu'on leur dicte ce qu'ils ont à faire dans les domaines les plus variés. Alors, et ils veulent faire contrepoids. Et voilà, et ils se sont regroupés dans les BRICS, qui sont évidemment, c'est un jeu de mots de briques et de broc, parce qu'il y a dedans des pays politiquement très hétérogènes, certains assez proches des États-Unis, certains très éloignés, mais qui se retrouvent ensemble dans ce refus de la domination occidentale ou d'une certaine domination que Trump lui-même remet en cause précisément. Et qu'il remet en cause. Alors ça sera le monde d'après. On va peut-être préciser à nos auditeurs, les BRICS, c'est né en 2009 pour concurrencer le fameux G7, c'est-à-dire les 7 plus grandes puissances économiques du monde. Dans le G7, je rappelle, il y avait USA, Canada, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie et Japon. Et ils ont créé les BRICS, c'était en 2009, c'était Brésil, Russie, Inde et Chine, puis très rapidement après, l'Afrique du Sud. Donc c'est l'acronyme BRICS. Et 5 pays sont venus s'ajouter en 2024 et d'autres sont candidats encore et d'autres sont encore partenaires. Mais c'est assez intéressant ce qui s'est passé en 2024 en termes d'élargissement, puisqu'on a eu 3 puissances, on va dire, moyennes, importantes, ou puissances régionales importantes au Proche-Orient, Égypte, Iran, Émirats arabes unis, et on a eu en Afrique l'Éthiopie, ce qui n'est pas rien en termes de population,
Et le plus grand pays musulman du monde, en Asie du Sud-Est, c'est l'Indonésie, pays de 270 millions d'habitants. Ça veut dire qu'en une année, 500 millions d'habitants se sont agrégés à cette coopération économique des BRICS. Et aujourd'hui, c'est la moitié de la population mondiale, quand même, et près de 40% du PIB. Donc ça commence à peser. Ça existe et ça montre une tendance profonde. C'est-à-dire que c'est plus cette déclaration d'indépendance ou d'autonomie, mais l'autonomie de chacun chez soi, plutôt qu'une coopération entre eux qui aurait pris des proportions considérables, parce qu'elle reste assez faible. Oui. Mais ils sont ensemble, ils se parlent et ils sont contents qu'il n'y ait pas les Américains et les Européens dans la pièce. Et on dit qu'ils voudraient créer une monnaie, pas une monnaie unique, hein, mais une monnaie commune au moins d'échanges commerciaux pour concurrencer le roi de dollar. Est-ce réaliste? Est-ce que... Là, comme disait le général, je leur souhaite bien du plaisir. C'est pas tellement le dollar lui-même qui donne des signes de faiblesse, mais créer une monnaie, c'est-à-dire quelque chose dont on sait que, un, c'est raisonnablement fiable, que deux, tout le monde va l'accepter, c'est pas facile du tout. C'est pas nécessairement infaisable, mais c'est très hautement improbable. En tout cas, il n'y a aucun exemple historique de monnaie créée comme ça, à l'exception notable de l'euro, mais l'euro, il y avait une base de construction commune européenne considérable à l'époque. Là, il n'y a évidemment rien de tel. Oui, puis il y a eu des efforts de convergence, comme on dit, entre des pays dont on pouvait penser qu'un certain niveau de convergence était possible. Là, c'est très hétéroclite. Ça n'a rigoureusement rien à voir. En fait, en plus, il y en a un qui domine totalement économiquement, c'est la Chine, sans comparaison. Oui, c'est le patron en quelque sorte. Mais ce roi dollar, on le dit parfois en danger. En fait, il tient toujours, mais ça donne un avantage décisif comme aux Américains. C'est-à-dire que c'est les talons dollars. Ça a remplacé en quelque sorte les talons or, pour simplifier, donc ils peuvent en imprimer autant qu'ils veulent. Et en plus, ça leur donne un privilège d'extraterritorialité au plan juridique, puisqu'ils ont fait une espèce de système juridique un peu totalitaire, je trouve. C'est-à-dire tous les échanges faits en dollars sont sous juridiction américaine, et même si ça concerne des simples composants d'un produit, par exemple. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a une transaction, même minime, même formelle, qui passe par New York ou par une place américaine. Donc ils en ont déduit qu'ils pouvaient juger ça sur leur juridiction. Mais à mon avis, c'est dangereux. C'est un peu ce que nous avons fait, nous, par exemple, en cravatant l'argent de la Banque centrale de Russie. Il est clair qu'on peut mettre des sanctions sur les Russes, c'est une autre question. Mais toucher à de l'argent... récemment, avec l'affaire ukrainienne. Toucher à de l'argent que des gens vous ont confié, ça veut dire que par la suite, on se méfie. Et là, avec le dollar, c'est pareil. À partir du moment où vous savez qu'en utilisant des dollars, vous tombez sous la coupe des Américains, vous les utilisez moins, c'est tout simplement. La BNP qui a dû payer comme 8 milliards d'euros d'amende totalement stupéfaite parce que la transaction n'avait rien à voir avec les États-Unis, sauf l'usage du dollar, elle sait que si elle doit faire le même genre de transaction demain, elle ne passera plus avec des dollars. C'était un braquage sauvage, ça, si on peut dire. Oui, c'est sauvage parce que c'était pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Autrement dit, il y a eu en même temps que le pouvoir américain faiblissait, un abus dans son utilisation, dans des cas où il était imprudent de l'utiliser. Mais ça peut conduire ces pays du Sud global, qui présentent un poids démographique très important, qui présentent de plus en plus un poids économique, on a dit 40% du PIB, à se dire, on en a assez de ce diktat américain. Oui, mais c'est ce qu'ils font déjà, parce qu'une partie croissante de leurs transactions entre eux se font en dehors du dollar. Ah, parce que, et quelle monnaie utilisent-ils alors? C'est plus facile. Du yuan? Ils peuvent utiliser chacun la monnaie de l'autre. Chacun la monnaie de l'autre. Chacun la monnaie de l'autre. Évidemment, quand vous avez une monnaie extérieure, ça fait un tiers neutre par rapport à vous, et donc c'est plus facile. Mais rien n'empêche de dire, voilà, je vous achète vos biens de telle manière, vous me les achetez de telle manière, je paye en yuan, vous me payez en roupies indiennes, par exemple, et puis voilà. Oui. Donc c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils font de façon croissante et ils n'ont pas l'air de s'en trouver extrêmement mal. Et les Européens dans tout ça, alors ils ont dû subir une fixation sauvage d'une augmentation de droits de douane. Les Chinois aussi, mais les Chinois, ça a été un peu différent parce que Trump, il cogne d'abord, il discute après. Oui. Il a mis les droits pour les Chinois, mais je sais pas, 120, 145%. Oui. Les Chinois ont fait des mesures de rétorsion tout aussi, dans des proportions à peu près identiques. Et il vient un mois plus tard, donc on était en avril, et là, en mois de mai, et mi-mai, ils ont signé un accord. Ils se sont mis d'accord sur les droits de douane. D'accord, pour le moment, provisoirement, parce qu'il doit y avoir un accord définitif. Mais je dirais, c'est un langage de force. Les Chinois n'aiment pas nécessairement, mais ils savent faire. Ils sont pas mal à l'aise. Oui. Ils sont pas mal à l'aise du tout. Les Européens, eux, ils sont un peu comme le lièvre qui traverse la rue dans les phares la nuit, complètement éberlué. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est absolument effrayant. Ouais. En plein 21e siècle. Et donc, ils ne comprennent pas. Alors qu'ils ne comprennent pas que c'est assez dans la logique de l'époque, certes sous les formes
particulière que donne Trump, avec sa grossièreté, ses méthodes, ses va-et-vient, que tout le monde ne fait pas. Tout le monde ne fait pas ça. Ça, c'est pas nécessairement caractéristique de l'époque. Mais en revanche, les Européens avaient l'habitude, on se réunit, on palabre, on fait des règles, ça dure 10 000 années, etc. Ça marche plus comme ça. Ça marche plus comme ça, donc il faut que l'Union européenne s'adapte. Il faut qu'elle s'adapte, et pour ça qu'elle s'adapte en réécrivant non seulement son logiciel, comme on dit maintenant, mais son ADN, parce que l'ADN des traités, il est quand même fondamentalement libre-échangiste. Donc, alors qu'ils avaient promis la préférence communautaire qui n'est pas spécifiquement libre-échangiste. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On nous a dit, on va s'entraider entre pays européens, il y aura une préférence communautaire, et on se retrouve avec des traités de libre-échange à tous les étages. Oui, c'est-à-dire que l'une des grosses difficultés, qui est le principe européen lui-même, c'est qu'il y a souvent un intérêt pour les pays européens de travailler ensemble et de joindre leurs forces, mais il y a aussi des situations totalement différentes et des situations politiques complètement différentes. Bon, on a vu ça dans le domaine de l'énergie. Les décisions communes prises dans l'énergie sous l'égide des Allemands sont catastrophiques d'un point de vue français. Donc il valait mieux aucune politique commune que celle-là, pour nous. Oui. Et de même, les décisions par rapport au gaz russe ont été extrêmement brutales. Là, elles ont plutôt nuit aux Allemands. Mais indéniablement, s'ils avaient été tout seuls, ils ne les auraient pas prises. Donc, il y a une grosse difficulté à définir cette position commune. Vous voyez, sur l'armement aussi. Au même moment où on dit comment, l'horrible monsieur Trump, on ne peut plus compter sur les États-Unis pour la défense, et ainsi de suite, et tout le monde achète du matériel américain bien plus qu'avant. Oui. Bien plus qu'avant. En disant on va mettre 400 milliards dans l'ensemble des armements militaires européens, en disant on va faire une superpuissance militaire, et on achète américain. Pas nous les Français, mais en tout cas, que les Français, on a acheté des fusils allemands, nos fusils d'assaut. Oui, mais enfin, là, il y a un minimum, je pense pas que ce soit judicieux de notre point de vue, mais enfin, il y a une logique de solidarité. Tandis qu'acheter en masse du matériel américain, c'est incohérent avec ce qu'on dit et fait par ailleurs. Oui, ce que font les Polonais, par exemple. Oui. Et l'Union européenne. En deuxième partie de l'émission, on parlera de la France, mais avant, je vous poserai une question quand même sur la situation de l'euro. Qui nous a été promis comme monnaie forte pouvant faire poids au dollar. Je voudrais qu'on tire un petit bilan de tout ça et après on parlera de la France. Mais avant ça, c'est l'heure de la pause musicale. Alors Pierre Delezin, je vous ai proposé de choisir des titres, vous m'avez dit trouvez de la bonne musique classique, vous m'avez fait confiance. Oui, alors j'ai choisi des choses que tout le monde ou presque connaît. Hein. La symphonie 40 de Mozart, ça vous convient? Très bien. Alors si ça vous convient, on va écouter maintenant la magnifique, c'est vraiment splendide, symphonie numéro 40 de Wolfgang Amadeus Mozart.
De retour dans le studio de KTO Radio pour notre émission Question Éco. Et je reçois aujourd'hui Pierre Delauzin, président de l'Association des économistes catholiques. On parlait juste avant d'entendre cette magnifique symphonie 40 de Mozart, de la question de l'euro. Et j'avais cette question qui me brûlait les lèvres. Après, on parlera de la France plus spécifiquement. Mais cet euro a été promis comme une monnaie forte qui allait concurrencer le dollar, justement. Et on a parlé de la domination du dollar en première partie d'émission. Est-ce que la promesse est accomplie selon vous, Pierre Delauzin ? Surtout que vous étiez au cœur du dispositif quand l'euro a été mis en place, je crois. Oui, mais l'euro est au départ quand même fondamentalement une décision politique, c'est-à-dire c'est un pas dans un sens fédéral qui était faisable parce qu'il est dans un domaine qui n'apparaît pas comme politique d'emblée. Et donc il a été lancé comme ça, avec cette faiblesse que reconnaissaient tous les économistes à l'époque, c'est que l'euro est une monnaie unique pour des pays dont la situation économique et sociale est extrêmement différente, les stratégies extrêmement différentes, les priorités de la population et leur mode de fonctionnement très différents, et sans qu'il y ait ni budget commun, le budget européen étant très faible, et ni mouvement de population d'un bout à l'autre. Aux États-Unis, vous avez des mouvements de population gigantesques. La ville de Détroit, qui est la capitale de l'automobile, a perdu les 3/4 de ses habitants. Donc les gens se sont ajustés en allant ailleurs. Vous n'imaginez pas que des villes françaises se vident en masse et que les gens aillent en Allemagne. Donc, une nation européenne, c'est pas un État américain. C'est pas un État américain. Et donc, il y avait cette faiblesse. Techniquement, ça réussit en ce sens que la monnaie existe. Et elle se défend. Elle reste assez stable quand même. Elle reste assez stable. Elle a une part dans les échanges mondiaux qui devient appréciable, alors qu'évidemment, même le Deutschmark était beaucoup plus faible en comparaison. Donc, elle joue son rôle là-dessus, mais elle a ce problème d'être toujours entre deux. Et elle a un autre défaut qui n'est pas assez souligné, c'est le défaut de ses avantages. C'est que, à l'abri de l'euro, les pays européens, sauf l'Allemagne et les pays proches, mais les pays européens, notamment la France, mais aussi avant elle la Grèce et d'autres, se sont endettés à tour de bras. Parce qu'ils pouvaient beaucoup plus facilement. S'il n'y avait pas eu l'euro, la France aurait eu déjà une crise financière depuis un certain temps. Et les défenseurs de l'euro disent, vous voyez, l'euro nous a protégés. Non, l'euro nous a protégés de la juste punition qu'auraient mérité nos bêtises. Ah oui, donc vous pensez qu'on aurait mérité cette punition parce que bien sûr, parce que d'abord on aurait beaucoup moins dérapé, parce qu'on n'aurait pas pu. Parce que là, on a dérapé dans les grandes largeurs, parce que on est largement au-dessus des fameux critères dits de Maastricht, ou des critères de convergence fixés pour l'euro. Dette publique française, on est aux dernières nouvelles à 3200 milliards d'euros, c'est énorme. On est à, je ne sais plus, 110% du PIB, quelque chose comme ça. Oui, par là. Ouais, donc on va dire que c'est énorme. On doit payer, j'imagine, avec tout ça, une 40aine de milliards d'euros d'intérêt chaque année. C'est intenable. Vous dites, on aurait dû être puni. L'euro, finalement, nous a empêchés d'avoir cette juste punition. Mais que nous est-il arrivé ? En décembre 2024, vous avez écrit un article qui s'appelait « Dette publique française, le symptôme d'un mal politique ». Donc, ce n'est pas une erreur technique, c'est une erreur politique. Que s'est-il passé ? Comment on en est là ? Alors, il faut bien voir que nous ne sommes que le cas le plus pathologique de l'ensemble occidental qui, toujours hors Allemagne et quelques autres, est le caractéristique de tous les pays occidentaux. Oui, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Simplement, on est les pires, à ce niveau de taille de pays. On est les pires et de loin. Parce que l'Italie était plus mal que nous, mais finalement, il se situe mieux aujourd'hui. Oui, il se situe mieux. Alors là, depuis quelques années, c'est nettement amélioré, mais il y avait des années où ça cessait de se dégrader, parce qu'ils arrivaient à un point où ça devenait réellement dangereux. Ceci dit, il y a une différence fondamentale, c'est que une partie importante de la dette italienne est détenue par les Italiens. Oui. Tandis que nous, la majorité est détenue par les étrangers, c'est-à-dire les marchés financiers. Les investisseurs institutionnels, comme on dit. Et donc tout le monde... Et d'autres États aussi. Voilà, tout le monde dit du pique-pan des marchés financiers, souvent à raison, parfois à tort. Mais en revanche, on va leur demander de l'argent. Si on va demander de l'argent à des gens, il ne faut pas s'étonner que leur opinion a un certain poids. Et donc, on est obligé en permanence de rester dans une situation où on ne va pas les provoquer frontalement. Mais le problème politique à l'origine, il est extrêmement simple et tout le monde le connaît, c'est qu'on dépense plus que ce qu'on gagne en impôts. C'est-à-dire qu'il faudrait ou dépenser moins ou plus d'impôts, mais pas ce qu'on fait. Tout le monde voit bien qu'on ne peut pas avoir une dette qui augmente en proportion indéfiniment. Parce que, bien entendu,
Théoriquement, chaque année, le gros de la dette qui tombe à échéance est remplacé par des nouveaux emprunts. Les gens ne le voient pas, mais oui, c'est parce que ça s'appelle des obligations à terme, ça peut être sur 5 ans, sur 10 ans, etc. Voilà, donc, ceux qui sont sur 10 ans, au bout de 10 ans, ça tombe, mais vous pouvez réemprunter pour 10 ans si le marché veut bien. Mais là, on réemprunte davantage que ce qu'on solde. Et on emprunte davantage puisqu'on a un budget déficitaire. Donc, à chaque fois, il faut ajouter à tout ce qui tombe le budget déficitaire. Et donc, c'est clair qu'on n'arrive pas à faire des choix. Et ça, c'est une réalité qui est complètement indépendante des options politiques que l'on a. Or, ce que l'on a constate, c'est que depuis, en gros, une cinquantaine d'années, on vit avec ça et ça se dégrade presque régulièrement. Est-ce que ça peut être indéfini? Est-ce que ça peut être infini? Est-ce que finalement, c'est un mouvement perpétuel qu'on a inventé? Non, c'est pas possible, parce qu'on voit bien qu'à chaque année, il faut demander au marché une somme de plus en plus grande, et de plus en plus grande, alors que notre économie ne croît pas dans les mêmes proportions. Donc, à un moment donné, ça casse. Pour moi, l'image, c'est quelqu'un qui est assis à califourchon sur une branche d'arbre et qui recule en s'éloignant du tronc. Oui. On voit bien qu'à un moment donné, il se cassera la figure, mais on ne sait pas quand. Donc, vous ne croyez pas à cette hypothèse que finalement, il n'y a pas de problème puisque ça se renouvelle et que c'est la vis sans fin? Il y aurait, pour qu'il n'y ait pas de problème du tout, il faudrait plusieurs hypothèses. Alors, une hypothèse, évidemment, conte de fées, c'est-à-dire qu'on ait une croissance très forte d'un coup. On n'en prend absolument pas le chemin. Non. Il faudrait, deuxième hypothèse, qu'il y ait une crise financière grave et que la valeur de la monnaie s'effondre, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, d'un coup, très vite, il y ait dévalorisation du stock de dette. Mais à ce moment-là, ça veut dire hyperinflation, pas une inflation à 3, 4, 5%. Oui, on parle de 30, 40, 50%. Voilà, une très forte inflation. Et évidemment, une crise financière dans laquelle, à un moment donné, on remet en question les stocks de dette. Mais tout ça est forcément extrêmement douloureux. Vous allez demander aux Grecs comment ça se passe. Ils n'ont absolument pas retrouvé leur niveau de vie d'il y a 15 ans. Hein. Avec des sacrifices absolument incroyables, y compris sur les pensions de retraite, sur les salaires des fonctionnaires. Ce qu'il faut voir, c'est que quand il y a ce genre de choses, les sacrifices sont brutaux. C'est-à-dire que c'est fait à l'âche, c'est pas fait dans la panique, mais presque. Les Grecs, ils ont fait ça le pistolet sur la tempe. Oui. C'est forcément la règle du jeu. Et les Italiens, eux, ils réagissent pas mal avec le gouvernement Meloni. Ils améliorent leur situation alors qu'ils étaient quand même en risque, on pourrait dire, systémique. Eux, ils étaient au bord du gouffre. Ils étaient au bord, donc ils y sont moins. Ils ne sont pas brillants, mais ils sont nettement moins. Mais nous, on voit bien qu'on n'est absolument pas sur cette ligne-là, et qu'il n'y a pas la base politique pour faire des réformes, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas la base politique parce que les partis politiques ne sont pas prêts à faire, ou parce que l'opinion n'est pas prête à l'accepter? Il y a les deux. Il y a les deux, mon général. Non, il y a les deux depuis 50 ans. C'est-à-dire l'opinion n'est pas préparée, mais elle n'aime pas du tout l'idée. Et puis il y a maintenant, en plus, la crise politique française qui vient s'y rajouter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de base pour un gouvernement majoritaire pour faire quoi que ce soit, et a fortiori, évidemment, pour toucher à la dette. Donc, ce qui fait qu'on a voté un budget 2025, un budget de compromis, dans une situation de majorité relative d'une alliance de circonstances, entre, on va dire, la Macronie et la droite et le centre, mais on n'a pas pu prendre toutes les mesures qui s'imposaient dans ce budget 2025. C'était impossible. Même extrêmement loin. On est extrêmement loin. Ce qu'on a réussi, c'est passé à travers pour le moment. C'est pour vous que ça dure. Oui, c'est ça, oui. On gagne un peu de temps. On gagne un peu de temps, mais c'est clair que non seulement on n'a pas de solution, mais on n'en voit pas à l'horizon. On ne voit pas de propositions, même contrastées, même violentes, même très différentes, de plans de solutions. Or, il y a besoin de ce genre de solutions. Mais regardez pourquoi les difficultés des Français. Prenez la question de la réforme des retraites. Manifestement, il y a besoin d'une réforme des retraites. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Qu'elle soit bien faite ou mal faite, la dernière n'est pas terrible, mais enfin, c'est quand même une réforme. C'était mieux que rien, selon vous? C'est pareil, ça permet de gagner du temps. Quelques années. Mais ça ne résout rien en profondeur. Le projet initial était moins absurde, parce qu'il était plus logique. Le projet initial, c'était une réforme systémique, en fait. On transformait le système en un système un peu unique par points. Voilà, ce que les Suédois ont fait sans problème il y a quelques années. Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps, c'est passé comme une lettre à la poste. Beaucoup de pays européens ont 20 ans d'avance sur nous en matière de réforme de retraite. Bien sûr. Et les retraites, ça représente quand même un poids très important. C'est... Emmanuel Macron, quand il est passé à la télévision il y a quelques jours, là, il a passé sur l'écran un petit schéma qui montrait la répartition de 1 000 euros de dépenses publiques. Et quand on a 1 000 euros de dépenses publiques, il y a 253 euros
qui vont pour les retraites, le quart. C'est énorme. C'est énorme, et donc, manifestement, il faut agir. Il faut agir là-dessus. Et donc, alors, encore une fois, il peut y avoir plusieurs solutions variables. Mais pas de solution, c'est ce qu'il y a de pire. Or, c'est ce que nous faisons. Mais la seule solution serait une réforme systémique, structurelle. C'est la bonne... Et supprimer éventuellement les régimes spéciaux aussi. Parce que... les régimes spéciaux n'ont pas de sens en eux-mêmes. Ils ont eu un sens quand les situations étaient spéciales, mais ce n'est plus le cas, donc il n'y en a plus de sens. Oui. Non, en revanche, il y a une vraie question qui pose, c'est la pénibilité et l'espérance de vie. Parce qu'il ne faut jamais oublier que quelqu'un qui a eu un métier dur a une espérance de vie qui est plus faible. Ah oui. Et donc sa durée de retraite sera beaucoup plus faible. On n'en tient pas assez compte, ça. Là, paradoxalement, ce serait un lieu de dépense plus grand. Parce qu'il serait normal qu'on tienne compte du fait que cette retraite, ils vont en profiter moins que les autres. Oui, ce qui est, sur le plan actuariel, même, c'est logique. C'est logique. Mathématiquement, c'est logique qu'ils partent un peu plus tôt, qu'ils touchent un peu plus. Ah, mais bien sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'ils vont toucher plus chaque année, mais ils auront moins d'années. Oui. Bon, donc les retraites, il faudrait réformer les retraites avec une vraie réforme systémique. Vous avez l'air d'accord avec l'idée de supprimer les régimes spéciaux. Le régime des fonctionnaires, c'est d'un autre temps peut-être, cette espèce de rémunération à vie en fait. Vous savez ce qu'ont fait des pays, y compris avec les administrations de gauche, c'est qu'ils ont carrément supprimé le statut des fonctionnaires, sauf pour quelques très hauts fonctionnaires d'autorité. Encore une fois, les Suédois ou les Canadiens. Et les enseignants n'ont aucun besoin d'être fonctionnaires. Il est normal qu'ils soient mieux payés qu'ils le sont aujourd'hui, bien sûr, mais pas qu'ils soient fonctionnaires. Le statut en Suède, ça a été fait par des sociodémocrates, par la gauche. Bien sûr. Mais c'est vrai que ce statut, on pourrait imaginer que les fonctionnaires, ils sont en contrat à durée indéterminée, comme d'autres salariés. C'est un statut tout à fait honorable. Moi, j'ai passé ma vie, sauf au début où j'étais Sauf au début, vous étiez fonctionnaire au début. J'ai passé ma vie là-dessous, j'ai pas l'impression d'être un régime épouvantable. Oui, c'est ça. Il faut trouver un juste équilibre en toute chose. Donc sur cette question des retraites, et on a le problème aussi de la santé. Sur 1000 euros, il y a 200 euros pour la santé, 100 euros... 201 euros pour la santé, 107 euros, ça fait 308 euros pour le reste, on va dire de la santé et protection sociale. Oui. Et regardez l'enseignement, qui est, en gros, on est la seule administration de l'enseignement totalement centralisée de cette taille. En gros, c'est la plus grande entreprise soviétique subsistante de la planète, l'éducation nationale. Oui. Or, nos performances, selon quelques critères que ce soit, baissent régulièrement. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On y met de l'argent, mais ça ne marche pas. Et c'est pas que les profs sont trop payés, ils sont plutôt moins payés, et bien moins que les Allemands. Oui, ils sont mal payés. Oui. Voilà, on a des profs moins bien payés, et on a des résultats moins bons qu'eux. Parce qu'aussi, on a beaucoup plus d'administratifs dans l'éducation nationale que les Allemands. Oui, et l'éducation nationale, c'est 88 euros pour 1000 euros de dépenses publiques. Donc, elle a 9%. C'est l'avenir du pays. Et c'est l'avenir du pays. Donc, en fait, en soi, ça n'est pas scandaleux qu'il y ait 8 et 10% pour l'éducation. On a raison. Mais il est mal employé. Mais il faut quand même quelque chose au bout, quoi. Oui, voilà. Il faut des gamins qui soient instruits, qui sachent compter, qui sachent lire, etc. Ouais. Et là, on a et avec des résultats comparativement aux autres pays qui soient quand même corrects. Alors, on entend beaucoup des politiques dire, mais attendez, on va réduire le déficit de l'État, déficit budgétaire, mais promis, on ne va pas augmenter les impôts. C'est quoi? C'est un mirage? Ils veulent nous faire croire à quelque chose qui est mathématiquement impossible, non? Non, parce qu'ils voient bien que le niveau des impôts français est le plus élevé de tous les pays développés et qu'il y a un ras-le-bol à l'égard des impôts. Donc ils le sentent politiquement. De notre côté, ils sentent la tentation parce que augmenter les impôts, c'est quand même matériellement plus facile que de réduire significativement des dépenses, quelles qu'elles soient, que ce soit des dépenses de transfert ou a fortiori si c'est des emplois. Donc, entre une démarche impopulaire et difficile et une démarche pas très populaire mais assez facile, ils sont tentés par les impôts. Et donc, ils crient « Ah non, on ne va pas le faire » parce qu'ils ont la tentation. Ils ont la tentation. Alors, on parle de la TVA. Il y en a qui disent « Mettons la TVA à 25%. » Par exemple, j'ai entendu ça à la radio. Quand on aime, on ne compte pas. Hein. Ouais. Mais alors, après, ça sera 30, après, ça sera 35. Non, après, il y a des plafonds européens. Là. Donc, à un moment donné, le petit jeu s'arrête. Mais sinon, il y a bien un domaine ou deux où, quand même, l'Union européenne nous protège de quelque chose. Ça peut servir. Oui, quand même. Et donc, là, il n'y a pas beaucoup d'impôts qui seraient faciles à augmenter
d'une manière qui évidemment soit rentable au point de vue des équilibres budgétaires. Ouais. On peut toujours augmenter tel ou tel petit impôt ici ou là. Ou remettre en cause telle petite niche Bah, fiscale. non, Voilà. Bon, si vous remettez l'ISF, il y a des gens qui seront furieux, mais vous récupérez quelques milliards. Ou alors vous la faites très très violente, mais à ce moment-là, vous la mettez sur l'outil de travail. Si vous la mettez sur l'outil de travail, c'est casser les reins aux entreprises. Le problème de l'efficacité fiscale, ça repose sur la grande masse. C'est-à-dire que ça rapporte toujours davantage d'augmenter un petit peu les impôts pour le plus grand nombre, c'est-à-dire les classes moyennes, que de le tripler pour la petite portion des plus riches. Ah, bien sûr. Donc la variable d'ajustement, ça restera toujours les classes moyennes sur le plan fiscal. Forcément. En plus, les plus riches ont plus de facilité pour essayer d'y échapper. Oui, ils n'ont pas d'avocats. Même s'ils sont coincés, chacun d'eux a beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Ils ne sont pas si nombreux que ça, et en plus, ils peuvent facilement faire de l'optimisation fiscale, comme on dit. Voilà. C'est un euphémisme. C'est leur point de vue, ça optimise. Oui, mais c'est sûr que quand vous pouvez payer quelqu'un à 600 € de l'heure pour vous étudier un plan comme ça, c'est avantageux. Ouais. Bon, donc on est dans cette situation où on ne sait pas trop comment faire. Collectivement, on ne sait pas. On ne sait pas. Et vous, quelles sont pour vous les 2-3 pistes les plus importantes, par exemple en termes d'économie? Ah non, mais on est clairement en termes de... C'est-à-dire, si on commence à faire un rêve, c'est-à-dire à sortir du mirage politique français, parce qu'on est en fait complet dans un étang, ou dans des sables mouvants. Mais si on oublie les sables mouvants, à ce moment-là, c'est clair que c'est plutôt de ces réformes en profondeur, où vous prenez l'éducation nationale, vous sortez du statut des fonctionnaires, vous sortez du pilotage par la rue de Grenelle, vous décentralisez très activement, vous donnez des pouvoirs importants aux chefs d'établissement, dans une certaine mesure aux collectivités locales, qui actuellement payent mais n'ont pas de trop regard sur ce qui s'y passe, et vous arrivez et vous instaurez une forme ou une autre de chèque éducation permettant à des solutions privées, non commerciales, mais privées associatives, de proposer des offres alternatives. Dès que les gens en ont la possibilité, ils vont là-dessus. Donc, vous organisez une liberté qui n'est pas une libéralisation, puisqu'encore une fois, ce n'est pas dans le commercial, ce n'est pas le profit, c'est dans la libération d'énergie sous forme associative. En donnant de la liberté aux parents d'élèves de choisir l'établissement qui leur convient. Qui leur convient. En fait, qu'ils utilisent le budget pour faire leur choix. Et aux enseignants du public, restant public et qui resteraient probablement majoritaires, d'avoir la liberté de pouvoir améliorer les choses comme ils le jugent bon, et sous leur responsabilité. Donc une autre piste d'économie, c'est sur des gros postes, on a parlé des retraites, on a parlé de l'éducation, peut-être qu'on pourra évoquer une ou deux pistes encore dans la troisième partie d'émission, la deuxième partie touchant à sa fin, et nous allons faire une deuxième pause musicale, et après nous reviendrons sur ces questions rapidement, puis on parlera quand même de l'association des économistes catholiques, et de ses activités, mais aussi des catholiques et de l'économie. En attendant, on va écouter la danse hongroise numéro 5 de Brahms au piano. Alors ça, c'est très sautillant, c'est très sympathique à entendre. À tout de suite, chers auditeurs.
voici de retour dans le studio de KTO Radio avec Pierre Delauzin, président de l'Association des économistes catholiques. Donc on parle d'économie, c'est l'émission Question Éco, bien sûr. Juste avant la pause, on parlait des pistes d'économie. Pierre Delauzin avait notamment signalé deux poids lourds, on va dire, de la dépense où on pouvait envisager des réformes d'ampleur sur la question des retraites, sur les questions de l'éducation. Et vous voyez encore une ou deux pistes d'économie du train de vie de l'État, par exemple ? Oui, l'État, proprement dit, malheureusement non. Il y a des domaines où il faut manifestement augmenter les dépenses. Sécurité, tout ce qui défense, est sécurité, police, la justice. Ouais. Justice. On peut dire beaucoup de choses sur les magistrats, mais enfin on ne peut pas dire qu'ils soient dorlotés sur le plan financier, c'est le moins qu'on puisse dire. Évidemment, la défense est liée au point de sens militaire, il n'y a pas besoin de faire un dessin dans le contexte actuel, donc il y aurait des dépenses à faire plutôt dans ces domaines-là. Alors il y a la santé, comme je suis moins spécialiste et j'ai moins de compétences, mais enfin on voit bien que c'est pas optimal, c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui ont de sérieux problèmes et de notre côté on maintient une médecine qui parfois peut être d'excellente qualité, mais c'est à vitesse très variable et ça laisse les gens dans un sentiment d'incertitude, d'insatisfaction. C'est pas bon que les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe, savent pas à quoi ils ont droit, savent pas qu'est-ce qui est possible. C'est bien ce qu'on a dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, c'est difficile la santé, parce qu'on disait qu'on avait le meilleur système de santé au monde. On a entendu ça, moi j'ai entendu ça toute mon enfance ou ma jeunesse. Et aujourd'hui, il semble qu'on ait de gros problèmes, notamment à l'hôpital. Et la santé, c'est donc 20% de la dépense publique. Donc gros poste, mais là encore, c'est un peu comme l'éducation nationale. C'est pas le montant qu'on alloue qui est en cause, c'est l'efficacité. C'est très bien de vouloir investir sur la santé des gens, mais on n'en a pas pour notre argent. On n'en a pas pour notre argent. Et c'est aussi pour ça que les contribuables, parfois, ils en ont ras-le-bol. Il y a une espèce d'exaspération. Oui. Exaspération. Et puis, est-ce que ça remet en cause ce qu'on appelle le consentement à l'impôt ? Oui, oui, forcément. Ouais, on y arrive. Oui, petit à petit. C'est pour ça qu'on est prudent. Alors, on va parler de l'association des économistes catholiques dont vous êtes le président. Elle a été créée il y a 25 ans, c'était en 2000. Vous avez succédé à Jean-Yves Naudet à sa tête. Donc j'ai dit des économistes, mais alors pas seulement des universitaires, aussi des faiseurs, comme on dit, des gens qui travaillent en entreprise, des praticiens, et pas seulement des experts ou des universitaires, et qui adhèrent à la doctrine sociale de l'Église, au magistère de l'Église. Dites-nous quels sont les grands objectifs de cette association des économistes catholiques. La référence et la boussole, c'est la doctrine sociale de l'Église. Là, pour rappeler, l'Église développe depuis Léon XIII. Alors on a beaucoup parlé de Léon XIII, puisque maintenant Léon XIV a bien expliqué qu'il avait pris selon loi en grande partie en fonction de Léon XIII. Donc on peut s'attendre déjà, c'est pas un scoop, à ce que Léon XIV investisse beaucoup sur la doctrine sociale dans le contexte actuel. Mais la doctrine sociale est quelque chose qui a été en faveur avant la guerre, un peu en défaveur après le concile, notamment du côté progressiste, et qui maintenant est la chose commune. C'est-à-dire que les catholiques progressistes ou conservateurs se réclament tous de la doctrine sociale. Ils ne comprennent pas toujours la même chose, mais ils s'en réclament tous. C'est un point commun. Donc je dirais que c'est une des porteuses fortes dans la vie commune catholique aujourd'hui, même s'il y aurait beaucoup encore à faire pour en améliorer la connaissance. C'est évidemment de notre rôle dans le domaine économique. De faire comprendre cette doctrine. De faire comprendre cette doctrine. Autrement dit, on ne va pas travailler sur des sujets qui n'ont pas de sens particulier d'un point de vue, qui sont neutres d'un point de vue chrétien ou catholique, mais sur des sujets pour lesquels il y a des questions qui se posent. On a fait, généralement, des colloques avec des livres qui sont publiés derrière, avec des opinions qui peuvent être variées d'ailleurs, du moment que c'est des ouvrages collectifs. C'est des ouvrages collectifs. Donc, et l'ouvrage collectif a plusieurs voix. Donc, il y a des voix qui peuvent être discordantes. Ça paraît totalement non, parce que la doctrine sociale, c'est pas du tout une doctrine univoque. Les principes sont très fermes et exigeants, mais face à la situation concrète, c'est aux laïcs à prendre leurs responsabilités, à prononcer un jugement en responsabilité dans une direction ou dans une autre. Bon, on en a fait un sur la monnaie, on en a fait un sur la propriété, par exemple. On en a fait sur la famille, qui à la fois, on a eu un recueil qu'on a fait, et puis ensuite un livre qui a été écrit par notre vice-président, Jean-Didier Le Caillon. Oui, qui est un spécialiste de la famille, un juriste, lui. Hein. Oui, non, c'est un économiste. Un économiste, pardon. C'est un économiste. Spécialiste de la famille. Ouais. Spécialiste de la famille, et qui montre que c'est un sujet majeur. Personne ne sait que le travail domestique, c'est-à-dire en grande partie féminin, le travail fait au domicile, si on l'évalue en termes économiques, même de façon
très très pessimiste, ça fait 30 ou 40% du PNB. Autrement dit, l'économie ne marche parce qu'il y a un gigantesque continent de gens qui travaillent gratuit. C'est extrêmement important à prendre en compte et à intégrer. C'est le travail invisible, comme disait Pierre. C'est le travail invisible. Oui. C'est un gigantesque travail invisible. Là, on vient d'en faire un qui est sur la question de la subsidiarité. Vous savez, le fameux, pas celui européen qui est dans le sens inverse. Non, la vraie subsidiarité. La vraie subsidiarité, alors, c'est quoi la vraie subsidiarité ? Ça veut dire que plus une décision est prise par quelqu'un qui est proche de la personne elle-même, les communautés proches, et ainsi de suite, en étant aidé, subsidium, ça veut dire aide, comme dans des subsides, par les autorités au-dessus. Mais plus ça va être pris en direct, mieux ça va être. Bien entendu, il y a des décisions qui ne peuvent pas être prises à ce niveau-là, et ça monte. Mais ça monte parce qu'on a constaté que vraiment, ça ne pouvait pas être au niveau proche de la personne. Ça, c'est le principe de subsidiarité réel. Catholique. Mais c'est pas celui-là qu'on a vu à l'œuvre, par exemple. C'est un principe important de l'Union européenne aussi. C'est un principe de l'Union européenne, mais eux, ils le comprennent. Dès que l'Union européenne a envie de s'intéresser à un sujet, elle décrète que les États sont incompétents et elle s'en empare. Ouais. Regardez la défense, ils sont en train de s'en préoccuper à tour de bras, alors que c'est nulle part dans les traités. Or, c'est pas un pays souverain, l'Europe. C'est défini par des traités. Or, il n'y a rien dans les traités. Donc, s'il n'y a rien dans les traités, normalement, ils n'ont rien à y faire. Ou alors, ils changent les traités, ce qui est tout à fait concevable, mais ils ne le font pas. Donc, c'est clair, écoutez, j'ai regardé dans votre jardin, il y a un truc qui ne va pas, donc désormais, c'est moi qui vais le gérer. Oui, c'est ça. Alors, donc, c'est la vraie subsidiarité à laquelle vous appelez. Peut-être qu'on est malade de cette absence de subsidiarité. Aujourd'hui, on a l'impression que l'État absorbe tout, qu'on monte tout au niveau à l'échelon le plus élevé, mais pas seulement au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau français, quoi. Notamment au niveau français, parce que on est une société inquiète, et le réflexe qu'il y a dès qu'il y a un problème, c'est que fait l'État. Moyennant quoi, tout le monde demande des choses à l'État, et comme tout le monde demande des choses à l'État, l'État est de plus en plus empêtré et incapable de bouger comme Gulliver. Donc ça fait un État obèse, en quelque sorte ? Obèse, immobilisé. Alors un obèse, en général, n'est pas très mobile, et donc c'est obèse et immobilisé. On a l'impression que parfois l'État peine à accomplir ses devoirs les plus régaliens, et s'immisce partout là où finalement il pourrait ne laisser faire les échelons inférieurs. Les échelons inférieurs, sur les personnes carrément. Ça peut être aussi au niveau des régions, des départements, des communes, de ce que vous voulez, des professions, mais sans qu'il ait, ou des associations qui peuvent jouer un rôle tout à fait fondamental, sans qu'il ait lui-même à occuper le terrain, parce qu'en plus, dès qu'il occupe le terrain, les autres ne peuvent plus y agir. Oui. Et puis dire ça, c'est pas libéral en soi, c'est pas... C'est même l'application de la doctrine sociale de l'Église. C'est un des principes fondamentaux de la doctrine sociale. Alors qu'il ajoute un principe de solidarité. Oui. Mais la solidarité, ça passe pas nécessairement par l'eau. La solidarité la plus efficace, c'est quand même la solidarité directe avec les personnes. Bien sûr. En fait, la doctrine sociale de l'Église, elle est assez équilibrée. Elle articule des notions comme subsidiarité et solidarité, propriété privée et destination universelle des biens. Tout à fait. Et c'est vrai que ce sont des principes. Après, la manière de les appliquer, il peut y avoir 1000 opinions légitimes différentes, vous l'avez dit. Donc, vous au sein de l'association, vous n'êtes pas tous sur la même opinion en toute chose. Mais vous faites ces publications. Alors, vous publiez souvent aux presses universitaires d'Aix-Marseille, mais vous avez aussi publié chez Teki, la propriété, justement, à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Chez Teki, en fait, sous le nom d'édition du bien commun, mais c'est chez Teki. Mais actuellement, c'est chez Teki. Là, c'est un problème de bonne volonté d'un éditeur, et là, on est très bien avec cet éditeur. Et sur votre site, alors, il y a beaucoup d'articles aussi qui sont publiés. J'ai cité un de vos articles sur la dette publique française, un symptôme d'un mal politique. J'ai vu que Jean-Didier Le Caillon a toute une série. Alors, je vous conseille nos éditeurs d'aller sur le site de l'Association des économistes catholiques. Il y a toute une série d'articles de Jean-Didier Le Caillon sur la famille. Là. Ça a été vraiment creusé de manière ou de lire importante. De lire son livre. Ou de lire son livre, encore mieux. Redonnez le titre. C'est Famille Économie. Donc Famille Économie, voilà. Jean-Didier Le Caillon, vous tapez sur un moteur de recherche et vous trouverez tout ça très rapidement, y compris le site de l'association des économistes catholiques. Alors, vous dites, là on est en train de dire aux catholiques, lisez les articles, lisez les livres des économistes catholiques. On a l'impression que les catholiques, parfois, ils sont très très actifs sur la famille, ce qui est normal, nécessaire, sur les questions, fin de vie, etc. Et est-ce que l'économie, ça passe un peu à la trappe dans leur esprit ? Alors, il y a une raison compréhensible, une qui l'est moins. Il y a une raison compréhensible, c'est que
Prenez l'euthanasie, c'est blanc ou noir. L'avortement, c'est blanc ou noir. C'est-à-dire, c'est non, point à la ligne. Bon, en économie, c'est rarement comme ça. Donc, et puis, il y a plus de variété. Vous pouvez avoir des opinions différentes sur la manière de conduire une économie en étant de très bons catholiques. Pas sur l'euthanasie. Il n'y a pas des manières différentes de voir l'euthanasie. Si vous vous dites non, puis c'est tout. Donc, c'est plus facile. Puis, il y a une mauvaise raison, c'est que le sujet n'est pas assez investi. Les gens ont le sentiment que l'argent, c'est quelque chose ou purement privé ou dont il ne faut pas s'occuper. Il ne faut pas trop en parler. Alors que l'Évangile dit exactement le contraire, puisqu'il dit « Faites-vous des amis avec le mammon d'iniquité ». Je veux dire, avec l'argent cet argent, mais trompeur. utilisez-le. C'est ce qui est... Mais il y a toute une série de paraboles là-dessus. J'ai écrit dans plusieurs livres, j'avais décrit toutes ces paraboles à sujet économique. Oui, il y a Dieu ou Mammon, c'est l'argent maître ou serviteur, ça revient Dieu Mammon. Chez MAM en 2019, c'était. Aucune religion n'utilise autant des images économiques que, non pas la Bible en général, mais les évangiles. Oui. Les évangiles spécifiquement. Pourquoi ? Parce que ça parle aux gens, c'est immédiat, c'est leur vie quotidienne. C'est leur vie quotidienne. Donc vous dites aux catholiques de s'intéresser vraiment à l'économie et d'y aller, quoi. Et puis même de s'engager, parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui, on va dire, notamment dans le catholicisme urbain, qui sociologiquement occupent des professions importantes dans le domaine économique. Il y a beaucoup de cadres supérieurs, mais moi etc. J'ai été 25 ans dans les entrepreneurs et dirigeants chrétiens que je n'ai vu que croître et embellir, et incontestablement, dans les entrepreneurs, il y a plus de catholiques que dans la moyenne. Oui, ah oui, vous l'avez constaté. Ah oui, ça n'y a pas moins de doute. Et donc, sur le terrain, quand même, les catholiques sont présents, donc il faut investir aussi la question. Oui, mais ils ne se mettent pas en scène, donc ça ne se voit pas beaucoup. Mais ça ne se voit pas, donc il faut sortir un peu du bois. On est une époque où, de temps en temps, il faut que ça se voit un minimum. Oui. Sans faire du matu vu, évidemment, mais il faut que... au moins faire passer le message qu'il est possible de faire des choses, qu'il s'en vaut la peine, et qu'on en retire une grande joie. Oui. Vous, c'est l'expérience que vous en avez eue, parce que vous avez été catholique pas seulement depuis votre retraite en 2019, vous l'avez toujours été tout au long de votre carrière, d'une certaine manière. Non, parce que j'avais perdu la foi pendant une période et je l'ai retrouvée il y a une trentaine d'années. Il y a une trentaine d'années. Donc, au contraire, je sais ce que c'est de ne pas l'être. D'accord. Merci beaucoup, Pierre Delozin, d'être venu nous éclairer dans le studio de KTO Radio. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des économistes catholiques. Cette émission touche à sa fin. Nous recevrons, pour les conversations du week-end, Question Écho, le samedi 21 juin, le sénateur Pierre Cuypers, sénateur de Seine-et-Marne, membre de la commission des affaires économiques du Sénat. Et avec lui, nous parlerons du rôle des élus pour soutenir le développement des territoires, des terroirs, des pays de France. Voilà, à très bientôt, chers auditeurs. Merci Pierre Delozin. Merci beaucoup. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémard